La misère sociale et humaine, mais l'envie de vivre malgré tout et avant tout. Salut à tous! Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un gros morceau de cinéma que j'avais en tête depuis très longtemps, à savoir Le Tango de Satan, ou du moins sa première partie, donc réalisé par Bel Attar, sorti en 1994 ou 1994 pour mes amis cinéphiles français, avec au casting Putty Horvat, Mia Livig ou encore Laszlo Lugo. Le résumé en quelques mots, donc dans un village perdu au cœur de la plaine hongroise, les habitants luttent quotidiennement contre le vent et l'incessante pluie d'automne. Et dans la ferme collective démantelée et livrée à l'abandon, les complots vont bon train. Lorsqu'une rumeur solide, cette fois-ci, annonce le retour de deux hommes passés pour morts et qui en plus auraient en tête une idée pour sortir le village de la misère. Bouleversés par cette nouvelle, certains habitants y voient l'arrivée de Messie et d'autres celle de Satan. Alors qu'est-ce que je pense de cette première partie? Eh bien, j'ai envie de dire que pour tout cinéphile qui se respecte, ou tout amateur de cinéma, foncez. Voilà. Même si c'est pas facile d'accès, mais foncez. Voilà. Alors commençons par la mise en scène, où vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Alors durant cette première partie, ben, la mise en scène est essentiellement constituée de plans séquences et de panoramic travelling, donc de panneaux travelling horizontaux pour nous dévoiler à la fois l'environnement intérieur mais également extérieur des personnages. Et à cet égard, ben, la toute première séquence du film, qui est donc un plan séquence quand même assez long, entre 5 et 10 minutes, est très adéquat à ce niveau-là. Donc en effet, on va voir la caméra qui va nous montrer, je veux dire, une ferme comme ça, en plan fixe, puis la porte va s'ouvrir et on va y voir comme ça au moins une quinzaine, voire une vingtaine de vaches qui vont en sortir, et la caméra va avancer lentement, donc en mode panoramique horizontal, hein, donc je vais dire comme ça, pour finalement, ben, je veux dire, passer des vaches au pré, hein, je veux dire au grand pré, qui est littéralement mouillé par la pluie, et s'attarder également sur ce ciel gris comme ça, assez ténébreux. Alors il faut savoir que le film a été filmé entièrement et volontairement en noir et blanc. Et donc, bah, j'ai envie de dire, rien qu'à travers ce premier plan séquence, donc cette séquence d'ouverture, et de par sa musique, elle nous dévoile également bah, à la fois le quotidien, bah, je veux dire, de ces villageois, et en même temps, l'environnement dans lequel ils vivent, hein. Donc je vais dire, c'est ce Grand Prix qui est, constamment arrosé, quoi, hein, en proie, également à la misère, sociale. Alors, par la suite, on va retrouver également, des plans vides ou, à moitié vides, c'est-à-dire des plans dans lesquels, voilà, on va voir l'intérieur d'une maison, on va voir, une table avec des chaises, donc en gros une cuisine, mais avec personne à l'intérieur, ou alors ce que j'appelle parfois, des plans, à moitié vides. Donc c'est-à-dire des plans où on va voir par exemple un salon, mais avec un personnage qui va se trouver littéralement, par exemple, à la moitié de la porte. Donc, c'est-à-dire que vous avez le salon qui est filmé et un personnage qui se tient du côté de la porte. Et en fait, ça, c'est surtout pour nous montrer que, ben, pour nous montrer la précarité de l'existence de ces villageois, quoi, pour nous montrer qu'ils vivent dans des situations très précaires, dans lesquelles personne ne soucie d'eux, qui sont un petit peu oubliés quelque part, hein, de par ce monde, et qu'ils seraient donc prêts à tout pour s'en sortir, voire même à la cupidité. On a également, beaucoup de surcadrage, notamment un surcadrage, vitre, où, là, on a une belle profondeur de champ qui est d'ailleurs, pour moi, assez inspirée, donc je vais dire, d'une séquence célèbre, de Citizen Kane, d'Orson Welles, où vous voyez, par exemple, dans Citizen Kane, les parents du petit Charles Foster Kane occupés à signer, le contrat dans lequel ils envoient leur fils, ailleurs. Et alors, là, je veux dire, dans le même plan, on y voit, par la fenêtre ou par le carreau, d'une des fenêtres, le petit Charles Forster Kane en train de construire un bonhomme de neige, voilà. Et donc c'est une manière de nous montrer que, l'enfance, va disparaître. Voilà, donc le fait que l'enfant soit filmé en profondeur de champ, en train de construire son bonhomme de neige, et de voir les parents dans le même plan en train de signer, c'est une manière de montrer, l'enfance perdue, voilà. Et en quelque sorte, beh, Bellatar,
en optant pour des surcadrages, vitres. C'est un petit peu, enfin, je veux dire, le même type d'idée. Donc c'est-à-dire qu'il va nous montrer que, même, si par exemple il va filmer, voilà, 2 personnages, donc un couple en train de parler, hein, de parler justement de la rumeur comme quoi, un certain Irínias, donc qui revient au village avec, son ami, serait porteur, donc je vais dire d'une nouvelle importante pour sortir les villageois de la misère. Eh bien, on va voir ce couple en train de parler de ça et on va voir le voisin, par exemple, par la fenêtre, hein, par la vitre de la fenêtre, qui va, venir, écouter un petit peu ce qui se passe. Donc on sent qu'on a une mise en scène comme ça qui, en plus d'être, très technique, est également, je vais dire, très narrative dans la mesure où elle sert, bah, à nous montrer, vraiment, le quotidien, je veux dire, à la fois mort de ces personnages et en même temps, ouais, parce que c'est de ça aussi dont le film traite, bah, leurs petites magouilles, hein, je veux dire tout ce qui est les ragots, les rumeurs, les histoires d'argent et cetera. Ils parlent de ça, pourquoi? Bah, parce qu'ils veulent, bah, ils veulent en gros leur part du gâteau, quoi. Ils veulent un peu se sortir, de tout cela et donc je le disais, la mise en scène est vraiment, pensée comme telle à travers cette première partie qui est, essentiellement descriptive. On va beaucoup s'attarder sur, différents personnages et donc, pour ce faire, on a donc, un récit structuré en 3 parties, bien distinctes. Donc en première partie, on a donc, on suit le quotidien de 2 paysans, hein, donc, Schmitt et Fataki. Fataki qui sera également, l'amant donc, de la femme de Schmitt. Alors même si, bah, voilà, Bellatar sous-entend que Schmitt, est au courant, mais voilà, on joue beaucoup là-dessus et donc à travers, enfin, je veux dire, cette première partie, donc on va voir ces 2 paysans, donc Schmitt, Fataki et également l'épouse de Schmitt. On va les voir parler, justement de cette rumeur comme quoi Irínias, aurait trouvé de l'argent qui pourrait, sortir, le village de la misère, même si on comprend assez vite qu'il s'agit, probablement, d'une arnaque. Donc voilà, donc on va beaucoup s'attarder sur la conversation, les personnages comme ça, les 3 personnages filmés dans la même pièce en train de discuter. Ensuite, donc, on va passer à une deuxième partie où on va voir, bah, le Irínias en question et son complice, Peutrina, qui vont, se rendre à l'office du travail et là, la scène, bah, voilà, on va les voir en train de discuter en quelque sorte avec une sorte de conseiller du travail, hein. Je veux dire qu'il leur reproche justement, de ne jamais avoir travaillé et que Irémias, bah, justement, c'est peut-être la partie la plus drôle d'ailleurs, du film, va essayer d'argumenter en disant qu'il a trouvé quelque chose, pour s'en sortir, voilà, qui permettrait à son village, d'aller de l'avant et en même temps, bah, je dis la séquence est drôle dans la mesure où on a comme ça, une sorte de, dialogue comme ça assez caustique et cynique qui pourrait sortir, hein, je veux dire comme ça d'un film de Billy Wilder où on entend, bah, je veux dire, voilà, Irémias qui va balancer, comme ça au visage du conseiller du travail que lui, c'est avant tout, je vais dire, voilà, un fonctionnaire, un planqué, enfin pour lui, hein, je veux dire, un planqué en quelque sorte, il fait la leçon aux autres. Là où lui, bah, il est très ambitieux, il lui dit que du jour au lendemain, sa situation va changer et voilà, donc la scène va durer quand même un bon quart d'heure, 20 minutes et j'ai envie de dire que, parce que voilà, l'ensemble du film est quand même assez triste, hein, je veux dire, assez dur, on va encore y revenir après. On n'est pas loin par moments d'une ambiance un peu à la Émile Zola, et j'ai envie de dire, mais voilà, cet humour comme ça, un peu passe sans rire, qu'on pourrait trouver par exemple, pourquoi pas, dans certains films de Ken Loach, hein, comme ça. Euh, eh bien, fait mouche, d'autant plus que ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert à la fois à nous montrer, le côté beau parleur, d'Irínias, la tchatche dont il peut faire preuve et également, bah, ses intérêts, à lui, voilà. Et enfin une troisième partie qui est, beaucoup sombre, voilà, avec quand même, un petit côté misérabiliste, mais qui n'est pas, gratos, ça j'y reviendrai après. On va s'attarder sur un médecin, malade, voilà, qui est vraiment alcoolique au dernier degré et qui, voilà, qui est vraiment à la toute fin, qui n'arrête pas de tousser, qui ne sait presque plus respirer et qui passe, le reste de sa vie à épier, par le biais de jumelles, ses différents voisins, par la fenêtre. Voilà, il ne fait que ça, assis à sa chaise, boire et observer, ses voisins. Alors la séquence, enfin, je veux dire, va durer comme ça, voilà.
Et donc, je passe maintenant donc, à la partie, scénario. Alors il faut savoir, donc qu'il s'agit, de l'adaptation d'un roman, lui aussi assez long, de Laszlo, Krasna-Horkai, voilà, avec lequel Bellatar a un petit peu travaillé d'ailleurs, au niveau de l'adaptation. Alors, bah, vous l'aurez compris à la lecture du résumé, hein, je veux dire, cette première partie tourne beaucoup, hein, sur, le retour au village donc, d'Irémias, que certains voient comme le Messie, d'autres comme Satan, voilà. Et on va se concentrer beaucoup, je veux dire, sur les faits et gestes accomplis par les villageois. Donc, c'est l'utilité d'ailleurs de la séquence d'ouverture, c'est pour nous montrer en gros ce qui constitue l'essentiel de leur vie. Ensuite, dans la deuxième partie consacrée à Érimias et Pétrina, on va les voir arriver au bar. Là, ben, on va assister, je veux dire, sur les différentes personnes qui sont là en train de boire et de raconter leur vie, les potins, etc. Voilà. Et enfin, dans la troisième partie, là, on va essentiellement s'attarder sur le médecin du village, histoire de nous montrer à quel point enfin, je veux dire, voilà, quoi, je veux dire, la misère humaine finit par l'emporter. Qu'on va voir cet homme littéralement boire jusqu'à ne plus se relever, tousser, presque limite cracher ses poumons et passer le restant de sa vie à épier ses voisins. Donc une manière de souligner qu'il est temps que, enfin, pour ce village, de se relever. Et je le disais, c'est la partie vraiment la plus longue du film, hein. Je veux dire, on va voir ce médecin qui va tenter de sortir de chez lui, qui va ensuite aller dans une sorte de vieux tunnel comme ça, un peu pourri, poisseux, où il va rencontrer 2 prostituées, et cetera. Bon voilà, sans m'attarder dans les détails, Bellatar, à travers la déchéance physique et psychologique de ce personnage, veut essentiellement, nous montrer que voilà, que je vais dire, qu'il est grand temps, hein, je veux dire, pour ce village, de changer, mais que voilà, ils font avec ce qu'ils font, hein, je veux dire, c'est-à-dire que, voilà, ils vivent de ragots parce que c'est la seule manière pour eux d'aller de l'avant et ils vivent également, je veux dire, de la boisson, voire même du sexe, hein, dans le cas des prostituées. Et alors, honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher de penser que cette façon de faire me rappelle un peu un certain Harmony Korine avec Gummo, voilà, qui reprenait un petit peu la même idée, hein, donc un patelin de l'Amérique profonde, où on voyait, enfin, je veux dire, les habitants qui s'enfonçaient dans une certaine précarité humaine et sociale, mais tout en continuant à vivre malgré tout, parce que c'était pour eux la seule manière de vivre, voilà, d'avoir un semblant de vie. Et voilà, Guillemot, dont vous pouvez retrouver ma critique que j'ai faite il y a maintenant plus d'un an. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de parallèles comme ça à faire. On se dit que voilà, en plus d'une inspiration bergmanienne, enfin, notamment à travers l'utilisation splendide du noir et blanc, qui peut se montrer très lumineux dans les rares moments de joie et en même temps très sombre, voilà, toutes les séquences avec les médecins, là où toutes les séquences avec Irémias et Petrina, notamment dans le bureau du, du travailleur, enfin, du coach en travail, sont beaucoup plus éclairées. Donc voilà, donc très belle utilisation, du noir et blanc et alors je le disais, un côté misérabiliste qui est, assez démonstratif, mais qui en même temps n'est pas totalement gratuit et qui dans les 2 autres parties, vous le verrez, adoptera encore un autre type de ton. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur, cette première partie, du Tango de Satan. Donc je le disais, un gros morceau de cinéma s'il en est. Beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le plan, formel et narratif. Mais j'ai envie de dire honnêtement que, voilà, qu'on est vraiment sur du cinéma exigeant. Je le redis, hein, c'est pas du tout, du cinéma, de divertissement, même si je le répète, la deuxième partie avec Irémias et Petrina dans le bureau du travailleur, enfin du conseiller de travail, j'y arriverai, est assez amusante et même plutôt drôle. Voilà, on sent que on n'est clairement pas là pour se vider l'esprit, bien au contraire, mais j'ai envie de dire, c'est aussi à ça, je ne le dirai jamais assez, que sert le cinéma, à faire réfléchir aussi, voilà, à montrer aussi certaines vérités. Le cinéma n'est pas fait uniquement pour se détendre, hein, comme je l'entends encore malheureusement trop souvent, voilà. Et que des fois, il ne faut pas hésiter non plus à se lancer, je veux dire, vers de nouvelles choses. Et donc tout ça pour vous dire que je vous recommande chaudement cette première partie du Tango de Satan et qu'il me tarde déjà d'aborder les deux autres. Voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme d'habitude, likez, partagez. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ou en tout cas cette première partie, ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ou pas, ce que vous pensez également du cinéma de Bellatar, parce que je ne parlerai pas uniquement du Tango de Satan, c'est donc le début d'un cycle, je reviendrai sur d'autres films. Et voilà, on en débat évidemment dans la joie et la bonne humeur, pas dans l'agressivité, s'il vous plaît. Et d'ici là, bah, je vous souhaite un bon week-end. Salut, salut, ciao.